la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 08, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonsoir, de attends, Air France, en deux secondes. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro. Il est vendredi, j'espère que vous allez bien et on accueille, elle est ici, Cynthia. Coucou Cynthia. Bonsoir à tous. En direct de Perpignan avec des tests à martyriser des stagiaires, on m'a dit. Oh oui, aujourd'hui ça a été compliqué. Ça a été compliqué, d'accord. Les cours n'étaient pas au rendez-vous, les tests, il a fallu les faire et c'était pas toujours facile. Donc, C'est vrai qu'il n'a pas fait beau cette semaine, il y a eu du sable dans l'atmosphère, on l'a vu sur les cartes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont volé cette semaine d'ailleurs dans le chat? On vous pose la question. Est-ce que vous avez fait un petit point sur les conditions qui n'étaient pas terribles pour deux raisons? Déjà, il y avait les fameuses fumées qui descendaient du Canada, parce que c'est en train de brûler là-bas. Et puis ça revient par les flux du nord sur la France. Il y a eu des fumées. Et puis il y avait du sable qui montait du Sahara. Donc voilà, petit conflit au niveau de la France. Et c'est vrai que la visibilité était vraiment pas terrible hein, cette semaine. Non, pas trop. Salut Cynthia, salut Sébastien, il y a Philémon qui est là, puis évidemment on va remercier toute la modération qui est déjà connectée. Faites-nous un petit coucou dans le chat, comme ça on vous répond en même temps. Merci donc... Chat pour entendre. Pardon? Je me connecte au chat pour voir les réponses. Pour voir les réponses? Bah oui, ah ouais. C'est vrai que c'est le vendredi, c'est 19h30, donc c'est pas l'horaire du mercredi, c'est sûr. Mais c'est bien aussi. On remercie aussi toutes celles et ceux qui nous suivent et qui suivront ce replay sur YouTube. Évidemment, hein, double audience sur Twitch pour pouvoir poser vos questions en direct. Ça se passe sur Twitch et puis sur YouTube évidemment, où vous pouvez... Ah, Cynthia, on t'entend faible. Cynthia, on t'entend faible. Alors, on va monter un peu le son. Et puis, on va voir si ça fonctionne. On l'entendait, d'ailleurs, on la voit plus, Cynthia. Ça a dû déconnecter, elle va revenir. Elle va revenir, elle a peut-être une panne de batterie. On va la retrouver tout de suite. Avant toute chose, il va falloir qu'on dépose le plan de vol de l'émission, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières. C'est de nous rejoindre évidemment sur Twitch avec la petite cloche qui est juste en dessous de votre écran. Vous cliquez dessus, ça active le follower. Alors normalement, si ça fonctionne, ça devrait déclencher ce réacteur qui est ici. Et ben voilà, et puis il y a Free Flight qui vient de renouveler son abonnement, merci beaucoup. Et ben ça y est, la manchère, elle remarche, merci beaucoup. Et il y a la magnifique Arline qui vient d'arriver, un raid, merci beaucoup. Merci Arline, merci à toute ta communauté. Arline que vous retrouvez d'ailleurs dans les jingles, puisque Arline c'est notre voix off. Donc bonsoir à toutes et tous. Salut Grifford29, salut Arline. Merci beaucoup, merci à tous. Bah voilà, ça fait combien? C'est 30 personnes là qui arrivent. Bah c'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc Cynthia, on va la retrouver dans 2 minutes. Elle est en train de régler sa connexion. Je vous rappelle, donc vous pouvez nous soutenir comme l'a fait Free Flight en prenant un abonnement, même si vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit à une chaîne Twitch de votre choix. Vous pouvez le donner à la zone aéro, ça vous enlève les pubs que Twitch vous impose pendant 30 jours. Donc ça c'est gratuit, vous pouvez le faire. Et puis c'est un moyen de nous aider aussi. Et puis vous pouvez aussi retrouver la chaîne sur YouTube. Vous pouvez la suivre, vous pouvez la commenter les vidéos, donner votre avis, même nous proposer des idées de sujets. Et comme ça au moins, on les écoute, on les prend en compte et puis on essaie de vous trouver des intervenants qui peuvent venir parler de ce qui peut vous intéresser dans l'aviation ou autour de l'aviation, bien évidemment. Voilà, on a retrouvé Cynthia qui vient de revenir, donc pas de problème. Et puis, petit changement aussi, on vous annonçait que la dernière était le 12 juillet, ça passe au 19, donc voilà, on l'annonce de manière très solennelle, le 19 juillet 2025, donc dans à peu près un petit peu plus d'un mois, ce sera la dernière de la saison de la zone aéro, et puis après on se retrouvera au mois de septembre, ça nous permet de souffler un peu,
et de profiter un petit peu du beau temps fin juillet au mois d'août, ça nous fera du bien. Voilà, écoutez, ce qu'on va faire, on va tout de suite déposer le plan de vol de l'émission de ce soir, c'est parti. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Voilà, la communauté d'Arline, vous l'avez reconnue, on la reconnaît bien dans les jingles. C'est notre voix off. Voilà, elle a dit oui, c'était ça. Allez, le plan de vol, le sommaire, il va arriver ici. Attention, 3, 2, 1. Hop, voilà. Donc, actualité du terminal dans un instant. On a 5 petites news à vous partager de l'actualité. Alors, on ne va pas rentrer dans l'actualité complète. On ne va pas revenir sur le crash qui a lieu en Inde, puisqu'on va laisser les enquêteurs faire leur travail. On a une pensée évidemment à toutes les victimes de ce crash. Et avant de prononcer en fait des suppositions qui peuvent s'avérer fausses, on va laisser l'enquête avancer et puis si on a des infos officielles, pas des supputations, on vous tiendra informé évidemment. Donc 5 petits cactus à vous partager après la rubrique au sol et en vol. On va parler un petit peu médical ce soir. Je sais que vous avez été un certain nombre à poser au fil des émissions des questions sur ce que c'est qu'une visite médicale aéronautique, comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, avec qui, que fait, quelle est la différence entre un médecin généraliste et un médecin aéronautique? Est-ce que c'est une spécialisation? Et on pourra parler aussi un peu de facteurs humains avec le docteur Hervé Soladjes qui va être avec nous, qui est aussi médecin du sommeil. Il est intervenu dans la zone aéro pour parler un petit peu du décalage horaire, de plein de choses liées au sommeil. Vous pourrez lui poser toutes vos questions tout à l'heure dans la rubrique au sol et en vol. Pour parler un petit peu de tout ça, de la classe 1, de la classe 2, bref, ce soir on parle médical, aéro, aviation. En plus, vous verrez, c'est un pilote, il est passionné. On échangera tous ensemble. Et puis, en fin d'émission, aux alentours des 20h50, 55, la foire aux questions, la séquence remise de gaz, où on aborde les dernières questions de l'émission du soir, et puis on vous parle des émissions à venir avec toutes les dates à ne pas manquer dans la zone aéro avant le raid sur une autre chaîne. C'est comme ça que ça se passe au fur et à mesure de la programmation des émissions de la zone aéro. N'ayez pas peur, celles et ceux qui ne connaissent pas l'aviation, on s'adresse à tout le monde. On est là pour vulgariser, expliquer de manière simple. Ce n'est pas une émission qui est uniquement pour de la technique, auprès des gens qui ne connaissent pas forcément la technique, mais on vous explique de manière simple et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes. Par contre, c'est bête de ne pas poser les questions, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je repousse le plan de vol. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Voilà, j'ai poussé le plan de vol et comme j'ai double clic. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Voilà, on dit jamais 203, mais en fait le bouton était collé. C'est pour ça qu'il s'est déclenché 3 fois, mais là normalement c'est bon. Donc le sommaire, on en a parlé, et puis tout de suite on va attaquer l'actu du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, on est parti pour le sommaire. Et on va parler d'actualité tout de suite. Pardon, Cynthia ? On ne te voit plus par contre. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une petite coupure de connexion. Je ne te vois plus. Est-ce que tu nous entends ? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Cynthia. Pourquoi est-ce qu'on a perdu Cynthia ? 1, 2, 1, 2. Cynthia, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que vous m'entendez dans le chat ? Dites-moi. Allô, Cynthia, tu m'entends ? Non, visiblement. 5 sur 5, Seb. Donc on a perdu Cynthia pour le moment. Et puis en plus, c'est elle qui doit commencer. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a perdue ? Je ne sais pas. Bon. Je vais lui dire de se reconnecter. Et puis on va la retrouver tout de suite. Et je vais commencer. Normalement, c'était le Katak. Ah, est-ce que tu m'entends là ? 1, 2. Bon. Ok, les aléas du direct. Tac.
Voilà. Hop. On va la retrouver tout de suite, le temps qu'elle se connecte. Je vais lui dire, reconnecte-toi, hein. Comme ça au moins. Voilà. Allez, moi je vais attaquer directement l'actu et on va retrouver Cynthia. Ah, ça y est, elle est là, elle est revenue. Tu nous entends, Cynthia? Ah, c'est bon. Je pense que c'est ta connexion qui a dû figer. Moi, je vous entends, oui. Moi, Ouais, je pense que c'est ta connexion qui a dû figer un peu. d'ouvrir mes fenêtres. Ouais, non, mais c'est ça. Ta connexion, je la vois qui passe en rouge. Donc je pense qu'elle n'est pas terrible. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Ça passe mieux à travers les news, je sais pas. Ben, en tout cas, là, ouais, le problème, c'est que ta connexion, elle passe en rouge. Donc je pense que c'est un peu complexe. Ok. Bah écoute, Cynthia, je te laisse attaquer la première petite rubrique. Onera, le projet Foudre, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, tu nous entends ou pas là? C'est ça. Oui, je pense qu'il y a un décalage de fou là. Il y a un décalage de fou. Cynthia, est-ce que tu peux rebooter ta connexion au pire? Te déconnecter, te reconnecter? Et puis moi j'attaque la deuxième actu, on te retrouve pour la première juste ensuite. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un décalage de 30 secondes. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Tout est saccadé et en plus l'image, c'est au ralenti. Je pense qu'il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Bon. Ah oui, oui. C'est bon? Non, non, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon du tout. Il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes, je pense. Bon. Allez, j'attaque tout de suite la deuxième actu. Je vais vous parler un petit peu d'Airbus. Vous saviez, on avait parlé des commandes de chez Airbus. Ces commandes qui étaient en expansion, beaucoup de commandes d'avions, beaucoup de livraisons prévues. Et bien finalement, le succès a rattrapé un peu Airbus puisque le constructeur fait face à des retards de livraison un peu inhabituels. Il y a plusieurs dizaines d'avions, dont des A350, des A320 Neo, qui sont prêts d'ailleurs, mais qui restent cloués au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des pièces essentielles qui sont manquantes à l'appel, comme, excusez du peu, les moteurs, mais aussi les toilettes. Donc ça peut poser problème. C'est Christian Scherer qui est directeur de la branche avions commerciaux qui a reconnu cet embarrassant goulet d'étranglement lors d'une récente conférence à Toulouse. La pénurie des moteurs LEAP, vous savez, les fameux nouveaux moteurs qui sont censés consommer moins, qui sont produits par CFM, hein, donc c'est Safran General Electric, touche particulièrement les A320 Neo, toute cette gamme, avec une quarantaine d'appareils qui sont en attente. Et malgré ces tensions dans la chaîne d'approvisionnement, Airbus maintient son objectif de livrer 820 avions 2025, même si les retards devraient durer, c'est estimé, à peu près 3 ans. Donc, on va voir comment est-ce que Airbus arrive à tenir les délais, à fournir les avions, et puis à essayer de gommer un petit peu les retards. Voilà. Donc ça, c'était pour la première actu. Si vous avez des réactions à suivre, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On va attaquer l'actu suivante, le temps que Cynthia se reconnecte. Et on va parler d'hélicoptères. On va passer d'avions aux hélicos, puisque je vais vous parler de quelque chose dont on a déjà parlé dans la zone aéro. C'est ce fameux projet du Racer, on va dire l'hélicoptère avion un peu hybride. On voit donc le rotor au-dessus avec les deux moteurs de chaque côté. Eh bien, cet hélicoptère démonstrateur Racer a battu son propre record de vitesse en atteignant 440 km/h en avril, et ce, juste avant la présentation qui va être proposée au Salon du Bourget. Vous aurez probablement l'occasion de le voir évoluer devant vous si vous participez au salon cette année. Je rappelle qu'il a été développé dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Clean Sky 2. Il vise à combiner une vitesse plus élevée qu'un hélicoptère classique, avec des coûts opérationnels plus réduits, une consommation optimisée grâce à une nouvelle motorisation hybride et électrique,
qui s'appelle le mode Eco Mode. Et bien qu'il reste en dessous du record du X3 qui lui avait atteint la vitesse de 472 km/h en 2013, le Racer marque une avancée majeure. Il y a Inforéa qui vient d'arriver, dont 85 personnes de plus. Bienvenue sur la chaîne de l'aviation, les amis. Bienvenue Inforéa, merci Thomas. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. On est dans la rubrique Actu et on parle de ce projet hybride d'avions et d'hélicoptères qui sera présent sur le salon du Bourget. S'il y en a qui vont participer au salon du Bourget, vous pourrez peut-être le voir évoluer. C'est assez nouveau. Il a battu le record cette semaine avec donc 440 km/h avec un moteur hybride et voilà le réacteur qui se déclenche. Merci à toutes et tous et merci à Vénérable G qui vient d'arriver et bonsoir à tous. Voilà, il y a pas mal d'activités dans le chat, c'est cool. Merci beaucoup. Donc ce racer, puisque c'est Airbus Hélicoptère qui le fabrique, bénéficie d'une motorisation hybride électrique, je l'ai dit. Il préfigure les futurs hélicoptères militaires, mais aussi civils européens, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le NGRT, qui veut dire European Next Generation Rotorcraft Technology Project. Donc comment mixer la technologie d'un hélicoptère à un avion? C'est en produisant un petit peu ça, et visiblement les résultats ont l'air d'être au rendez-vous. Voilà pour cette petite actu. Cynthia, est-ce que tu es revenue? Oui, j'ai l'impression. Apparemment... Je suis là, mais vous m'entendez, vous me voyez? Oui, ça y est. Apparemment, ça a l'air d'être OK. Ça a l'air d'être bon. Je suis là, je n'ai pas bougé. T'es là et t'as pas bougé. C'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, je vais te remettre l'actu initiale et tu vas pouvoir nous en parler. C'était celle-ci. Le projet Foudre. Qu'est-ce que c'est que le projet Foudre? Eh bien, le projet Foudre, tout simplement, c'est un projet international qui est mené, il s'appelle, alors c'est pas son nom, projet Foudre, c'est Onera qui va gérer le projet Foudre, mais le projet Foudre porte le nom Electric Fly. Donc tout simplement, c'est un projet international qui est mené entre Onera et le Centre français de recherche spatiale, donc en partie aussi tout ce qui va être DGAC, donc la Direction générale de l'aviation civile, et tout simplement d'autres organismes qui vont concerner le spatial aussi. Le CNES rentre aussi dans ce type de recherche. Et donc ça vise à faire des recherches sur les mystères de l'orage et comprendre quelles sont les spécificités, les déclenchements d'un orage pour pouvoir mieux intervenir. À savoir que Onera, en fait, est quand même le référent au niveau des équipements aéronautiques. C'est un certificateur et aussi qui fait des équipements particuliers. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a été mis sur le projet. Et là, donc, il faut savoir que quand même, un avion, il prend sur 1500 heures de vol à chaque fois la foudre. Donc, c'est important de connaître tous ces petits détails pour pouvoir améliorer les conditions, en fait, de réception de la foudre sur un avion, puisqu'on sait que ça fait cage de Faraday, mais ça peut intervenir sur l'avion. Donc ce projet est en cours, il a commencé déjà il y a un petit moment, déjà en 2015, et là ils ont fait quand même de grosses avancées. On peut trouver sur le site d'Onera toutes les modélisations et toute l'avancée du projet. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit que peut-être on avait des météorologues dans l'âme, dans notre chat, et que peut-être ça les intéresserait. Eh bien sûrement, parce que c'est vrai, quand un avion prend la foudre, l'avion ne tombe pas. La foudre, elle passe un petit peu au travers. Donc, exactement. C'est bien d'en parler. Et puis, tu devais nous parler aussi des amendes chez Ryanair. Et oui, Ryanair, ça y est, a sévi et s'est décidé à sévir. Donc, ils ont décidé qu'ils allaient mettre en place des amendes. Donc, ils ont dit dans un communiqué, le porte-parole a dit qu'il était inacceptable que des passagers subissent des perturbations inutiles à cause du comportement d'un seul passager turbulent. Donc, ils ont décidé qu'ils allaient mettre des amendes qui se portent à 500 livres sterling, soit à peu près 587 €. Donc, on va arrondir à 600 € pour les passagers qui seraient perturbateurs dans l'avion. Il faut savoir qu'ils ont déjà mis en place plusieurs procès. Ils se sont attaqués à plusieurs passagers, dont notamment un en Cracovie. Et le tribunal a tranché. Il a été amené à payer 3 230 € d'amende pour avoir perturbé un vol. Et un autre qui a été débarqué en urgence à l'arrivée. Qui a été poursuivi en Irlande. Et là, il est peut-être passible de 15 000 € d'amende. Ah oui, quand donc, même. Je vous invite à réfléchir sur les comportements que vous pouvez avoir dans l'avion, s'ils peuvent être considérés perturbateurs. Ça sera tolérance zéro, a bien dit Ryanair.
Donc ça, c'est Ryanair, mais on peut penser aussi que d'autres compagnies vont emboîter le pas. Et je pense que ça va être le cas. Ok. Et puis, écoutez, on va terminer avec la dernière petite actu du soir et un petit flashback dans l'histoire, comme on aime faire de temps en temps dans la zone. On va parler d'un 13 juin dans l'histoire et on va remonter en 1958. Je vous laisse faire le calcul. C'est un pilote français que vous avez sur la photo, il s'appelle Jean Boulet. Et il signe une performance absolument historique à bord d'un hélicoptère, une Alouette 2 spéciale qui a été remotorisée. Vous l'avez en bas à gauche sur votre image. Il va établir pas moins de 4 records dans un seul et même vol. Le premier record, c'est un record d'altitude et un deuxième record aussi de en plusieurs étapes de vitesse d'ascension. Ça va se dérouler à Brétigny, la base de Brétigny-sur-Orge, qui est pas loin de Paris. Il va atteindre une altitude en hélicoptère. Hein. On est d'accord qu'on parle d'hélicoptère, on ne parle pas d'avion de chasse ni rien. Hein. Hélicoptère, il va atteindre 10 984 mètres d'altitude, ce qui est énorme pour un hélicoptère. Il décroche donc le record du monde de hauteur en hélicoptère. Il réalise également des temps impressionnants pour atteindre 3000 mètres, 6000 mètres et 9000 mètres en respectivement 3000 mètres, 5 minutes 31, 6000 mètres, donc 11 minutes 1, 9000 mètres, 17 minutes 44. En hélico, c'est quand même assez impressionnant. Et à bord d'un appareil qui est équipé donc d'un rotor tripale, puisque c'était plutôt des bipales avant et les tripales sont arrivés après, et d'un moteur Arouste 3B qui a été, on va dire, revisité, refondu et qui avait une puissance plus élevée. Et donc Jean Boulet rentre en 58 dans l'histoire de l'aviation. Voilà, vous avez des nouvelles du crash en Inde? Non, on en a parlé un petit peu en début de live. On ne va pas s'improviser enquêteur, on pense aux victimes, évidemment, de cette tragédie. Parce que c'est vrai que dès qu'un gros avion s'écrase, ça fait des victimes à l'intérieur et au sol. Donc on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Ce qu'on peut dire, c'est que Boeing est sur l'affaire, puisqu'elle a été mandatée par le bureau d'enquête indien pour co-diriger l'enquête. Donc attendons de voir ce qu'il en ressort avant de faire des supputations qui peuvent être fausses. En tout cas, voilà, c'est la démarche qu'on a aujourd'hui dans la zone. On attend d'avoir des choses certaines plutôt que de partir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Voilà. Et après, on fera une analyse cohérente de ce qui s'est passé. Parce qu'on en a entendu des choses. Hein. Il y en a qui parlent de panne moteur, d'autres de décrochage. Mais oui, on entend tout et n'importe quoi. Donc voilà, on ne va pas faire de supputation. Il y en a d'autres qui le font. On les laisse le faire. Et voilà, nous, on se tient aux éléments factuels. Voilà. Tout à fait. Et puis, il y a un temps pour tout aussi, il faut le dire. Voilà, on n'est pas là pour sauter sur l'actualité. Voilà, d'ailleurs, la preuve, le dernier, on a parlé de 58. Bref. Fin de l'actu du terminal. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire dans le chat, évidemment, puisqu'on est sur une émission interactive. Voilà. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va maintenant parler médical. Vous avez été un certain nombre à nous demander que faut-il faire pour suivre une visite médicale aéronautique, classe 1, classe 2. On fera la différence entre les deux. Et puis vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Donc, nous avons convié un médecin que vous avez déjà vu dans la zone aéro. C'est le docteur Hervé Soladjes qui va être avec nous dans un instant. Et l'idée, ça va être d'aborder avec lui tous les secrets du médical en aviation. Et en plus, comme c'est un médecin du sommeil, si vous avez des questions sur le sommeil qui peut aussi impacter les pilotes, vous pourrez le faire. Donc voilà, c'est le programme de ce soir. La séquence, c'est la séquence au sol et en vol. Et on retrouve le docteur Hervé Soladjes avec nous tout de suite après le jingle. C'est parti. Au sol et en vol, voici le thème de l'émission du jour. Attention, bougez pas, regardez bien. Hop, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop, il est ici. Bonsoir. Magnifique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci. Tiens, regarde, tu déclenches un abonnement. Tout s'active en même temps. Qui c'est c'est Darwell qui vient de reprendre un abonnement. Comment dormir en pilotant, docteur? Là, les questions commencent de fuser dans le chat. C'est autorisé, on en reparlera. Voilà. Donc, docteur Hervé Soladjes, le chat docteur, Cynthia. Voilà, donc, nous, on s'est déjà présenté avant. Enchanté, docteur. Effectivement, c'était une des vraies questions qu'on avait eues. Comment on peut différencier les classes médicales aéronautiques? Il y en a plusieurs. Avant de rentrer dans ce détail-là un peu technique, ce qui serait peut-être judicieux, c'est qu'on commence par une petite présentation,
que les gens te connaissent un petit peu, Ok. et puis nous explique ton lien, enfin le lien que tu fais entre la médecine Mhm. et l'aéro. Alors moi j'ai grandi à Nancy, entre une base de vol à voile et une base d'aviation commerciale toute petite. Donc je voyais les planeurs et puis de l'autre côté les petits coucous. Et j'ai grandi comme ça et j'avais envie d'être pilote quand j'étais jeune. Et malheureusement, j'ai reçu des mauvaises informations quand j'étais en terminale. On m'a dit que j'étais porteur de lunettes et que donc je ne pourrais jamais être pilote. Voilà, typiquement des erreurs dramatiques en fait, des informations Ah oui. fausses qui ont fait que j'ai choisi une autre orientation. Donc je suis C'est allé- pas plus mal non plus. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais faire initialement. Ouais. Je voulais être pilote. Voilà, c'était mon rêve d'être pilote. Bon, j'ai fait médecine, bah, c'est comme ça. Hein. Et puis après, en vieillissant, je suis rentré en contact avec des gens qui faisaient de la médecine aérospatiale à Nancy. Mon professeur et ami, qui s'appelle Jean-Pierre Crans, qui est très âgé maintenant, qui a 85 ans, qui était un ponte de la physiologie aéronautique. Mmh. Et qui était pilote aussi lui-même, qui avait fait des milliers d'heures de vol à voile. Enfin, c'était vraiment quelqu'un, il est toujours vivant, hein, mais il n'intervient plus du tout. C'était quelqu'un qui était passionné dans son enseignement, et je me suis inscrit en même temps en fait à la médecine, à la capacité de médecine aéronautique, qui est la première étape pour un médecin pour faire de la médecine aéro. Et en même temps, je me suis inscrit à l'ATPL en fait. Voilà, je fais un ATPL théorique avec un CPLIR à la clé. Et puis, Donc ATPL, c'est le brevet, j'explique pour les gens qui ne savent c'est pas le forcément. brevet de pilote de Voilà, ligne. théorique. Théorique. Donc c'est des bouquins ingurgités. Et à côté, la licence pratique de pilote professionnel avion. Voilà, avec la qualification aux instruments et multimoteur. Voilà, je suis allé au plus loin de ce qu'on peut faire avant de rentrer en compagnie, on va dire. Voilà. Et puis, j'ai commencé à faire un peu de médecine aéro à ce moment-là, il y a 17 ans. J'ai mis tout ça entre parenthèses parce que je suis allé vivre aux Antilles pendant très longtemps. Donc là, c'était très compliqué de faire ce genre d'activité. Et je suis rentré il n'y a pas très longtemps finalement en métropole. Et je me suis reconnecté un petit peu à tout cet univers. J'ai essayé de récupérer mon agrément parce que c'est très compliqué d'être agréé et de maintenir son agrément. J'ai découvert la classe 3 que je ne connaissais pas du tout en fait, qui est l'aptitude des contrôleurs aériens. Ouais. Parce que tout le monde connaît la classe 1 et 2, celle des pilotes pro et des pilotes privés, mais pas la classe 3, c'est pas très connu. Je suis devenu employé à la DGAC, où je fais ça toutes les semaines. Je m'occupe 3 jours par semaine de l'aptitude des contrôleurs aériens dans tout le sud-est de la France, depuis Aix jusqu'à la Corse actuellement. Voilà. Donc c'est toi qui te déplaces. C'est moi qui me déplace parce que les contrôleurs ils se déplacent pas parce qu'on n'a pas de temps à leur faire perdre. Donc je les vois à Aix au CRNA en fait, au centre de contrôle en route. C'est pas un aéroport, c'est un très gros centre de contrôle. Les gens en général ne savent pas que ces centres existent. On a 5 centres qui sont des centres névralgiques en fait, qui sont pas sur des aéroports et qui gèrent le contrôle en route. Et puis je travaille aussi à l'aéroport de Nice, d'Ajaccio et de Bastia. Voilà. On rappelle évidemment, comme tu viens de le dire, que les contrôleurs aériens, il y a ceux qu'on a l'habitude de voir dans les films, dans les tours de contrôle, et il y en a d'autres qui sont justement dans ces centres et qui gèrent les avions qui, eux, sont en croisière. Oui, et qui sont que sur des écrans, du fait. Ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, il n'y a pas de vision sur aucune piste, c'est qu'un travail d'écran, et c'est dans des salles immenses, très sécurisées, complètement sombres, pour ne pas perturber le travail. Avec, si un jour ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous parler d'un CRNA. Ah oui. Mais c'est une infrastructure absolument spectaculaire, qui est complètement autonome en eau, en énergie, en climatisation, pour faire face à toutes les situations. En fait, hein. S'il y avait un conflit, il faudrait continuer à assurer le trafic. Et donc, ils sont capables de faire face à absolument toutes les situations. Voilà. On en reparlera. Très grosse à l'occasion. infrastructure, passionnant. Donc voilà, vous avez un petit peu le parcours d'Hervé qui est avec nous. Et avant de peut-être démarrer les premières questions, parce que je vois que Cynthia, elle est déjà impatiente de poser la première, n'hésitez pas, vous aussi, à intervenir dans le chat. Vous posez votre question, on la met de côté, on l'incruste à peu près ici, là. Et puis, au fur et à mesure du débat, évidemment, on échange tous ensemble, hein, on est là pour ça. Hein. N'hésitez pas à le faire. Hein. Vas-y, Cynthia, je te laisse ouvrir le bal. Là.
Mais moi, je me demandais, donc en écoutant ton parcours, si je peux me permettre de dire j'ai trouvé ça très intéressant parce que pourquoi ne pas avoir, après avoir passé ces PLIR, se dire je retourne à l'aéronautique et être resté médecin aéronautique? Est-ce que c'est pas quelque part pour, je pensais à ce que tu disais, qu'il y avait cette mauvaise information, est-ce que c'était pas pour peut-être continuer à diffuser la bonne information et enlever ces mauvaises informations qui circulent à propos du médical? Bon, alors, certainement, parce qu'en fait, j'aurais aimé qu'on me donne les bonnes infos à l'époque. Et effectivement, je trouve dommageable qu'on n'ait pas plus de moyens de s'informer. Là, par exemple, en ce moment, c'est la campagne d'inscription des cadets d'Air France. Je reçois des mails tous azimuts de jeunes qui veulent faire leur classe 2 impérativement avant le 15 juillet, puisque c'est la butée, et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Donc moi, malheureusement, je ne suis pas en situation de les recevoir, parce que je travaille dans un cadre qui est très strict, celui de la DGAC, et la DGAC ne nous autorise pas à faire les classes 2 des extérieurs. Moi, je peux faire les classes 2 que de mes contrôleurs. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne après, mais effectivement, ça fait partie. Moi, je prends le temps de répondre à tous ceux qui m'écrivent. Je sais que mes collègues ne font pas tous ça, mais je leur donne toutes les infos pour qu'ils ne s'égarent pas, en fait, parce que c'est facile de se retrouver dans une impasse et de ne pas avoir le moyen d'aller au-delà. Mais on en parlera tout à l'heure. C'est les rapports aussi avec ce qu'on appelle le pôle médical. En fait, ça peut être excessivement compliqué parce que quand on est apte, c'est bien, mais quand on n'est pas apte sur le papier ou plus apte, parce qu'on peut perdre son aptitude, il faudrait savoir parfaitement comment procéder. Or, la réglementation, elle est absolument monumentale. Elle fait près de 200 pages. C'est un pavé qui évolue sans cesse, qui vient d'évoluer. Il y a une nouvelle itération là, qui vient de sortir en février, qui est absolument inaccessible pour qui n'est pas médecin. C'est-à-dire que si un pilote se plonge là-dedans, je pense qu'il va s'en ressortir avec une migraine et pas d'infos. Et j'ai le même problème moi avec mes contrôleurs, c'est-à-dire que mes contrôleurs, ils viennent des fois me voir, le nez un peu enfariné, en n'ayant pas pris le soin de lire la réglementation du tout, et ils se retrouvent à l'issue de la visite parfois inapte temporaire ou inapte pour un plus long moment. Ça peut être extrêmement compliqué quand c'est son métier. Voilà. Alors on a beaucoup parlé de la Germanwings à l'époque, cet avion donc, qui s'est crashé, Andreas Lubitz, voilà, qui a forcé en fait l'avion à se crasher dans les Alpes avec le pilote qui est resté derrière. Ça a amené plein de questions sur le médical. Qu'est-ce qu'on retire aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'avoir un suivi médical physiologique, psychologique par un médecin? Alors, pour un pilote. La Germanwings, c'est un tournant parce qu'on a pris conscience de l'importance de la santé mentale. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'était focalisé sur la santé somatique, sur le bien-être physique. Et tout ça est lié à l'histoire de la médecine aéro, qui est avant tout militaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, ceux qui ont commencé à s'intéresser à « Am I fit to fly ?», c'était les militaires. On ne volait pas pour s'amuser dans les années 10, c'était pour aller au combat. Donc on avait extrait en fait tout un tas de règles qui étaient excessivement rigoureuses. D'ailleurs, quand j'étais jeune, la réglementation était française, elle n'était pas européenne. Elle était excessivement stricte sur les critères d'aptitude. Les critères se sont assouplis avec l'entrée dans l'Union européenne et avec la convergence en fait, des règles qu'on a aujourd'hui, qui sont les règles de l'EASA. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont gravées dans le marbre pendant un temps dit. Et puis, finalement, on revient un peu sur certains principes, sur certains dogmes, sur la vision, sur plein de choses. Mais sur la santé mentale, là, il y a eu vraiment une très, très grosse prise de conscience, surtout pour les pilotes professionnels, évidemment, mais aussi pour les contrôleurs, parce qu'un contrôleur qui peut être en but à des difficultés mentales peut être amené à faire n'importe quoi sur une mission de contrôle. Donc on essaye de l'évaluer avec les éléments qu'on a, c'est-à-dire ce que la personne qui est en face de nous veut bien nous dire. On est quand même dans une médecine d'expertise, donc c'est du déclaratif, on ne va pas aller fouiller y a pas dans les dossiers. Non, comme ça, on n'a absolument pas le droit de le faire, c'est interdit de le faire. Et puis, on nous demande de ne pas croiser classe 1, 2 et classe 3, par exemple. C'est-à-dire que s'il y a un problème en classe 3, nous, on ne va pas devoir le reporter
au pôle médical pour la classe 1 et 2. On en pense ce qu'on en veut, mais la réglementation aujourd'hui, elle est comme ça. Donc il n'y a pas d'interpénétration, et puis ça reste quelque chose qui est soumis au secret professionnel. Donc nous... Secret médical. Oui, mais aussi, c'est-à-dire que moi je travaille pour la DGAC, je ne suis pas tenu de dire au chef d'équipe ce que les contrôleurs ont. Et puis mes collègues qui font de la classe 1, ils ne sont pas tenus de dire ce que les pilotes ont. Voilà. En fait, la transposition de notre métier, c'est éventuellement des limitations. Donc on va porter en fait sur le carton, on va mettre que le contrôleur il doit avoir des lunettes, ou qu'il doit porter des lentilles de contact, ou qu'il doit avoir des aides auditives, ou qu'il doit être accompagné. On peut avoir la mention Other at Clean Room, qui veut dire qu'il doit être tout le temps avec quelqu'un. On n'a pas précisé pourquoi. Et les mêmes mentions existent aussi pour les pilotes. Donc on peut avoir une restriction avec un autre pilote qu'on peut limiter, le fait de ne pas emporter de passagers, chose que en France il a été décidé de ne jamais appliquer cette mention, parce qu'on trouve que c'est pas éthique. En fait, tu peux pas laisser quelqu'un prendre des risques et ne pas les partager. Soit il en prend pas du tout, mais en tout cas la réglementation, elle pourrait permettre ce genre de limitation. Et puis il y a aussi tout un parcours, parfois après un accident, ou après un incident de santé, on peut avoir un certain temps en fait, pendant lequel on ne va pas voler, ou on ne va pas contrôler. Et puis on a une obligation d'avoir un certain suivi, et on reprendra à l'issue quand on aura fait la preuve de notre capacité à nouveau à reprendre notre activité aéro. Donc c'est une lourde responsabilité qui est sur vos épaules. C'est une immense responsabilité, avec bien peu de moyens. Ce qui fait en fait que en classe 2, la classe 2 elle est faite essentiellement par des médecins libéraux. Alors, on parlera des classes différentes, classe 1, classe 2, classe 3, parce que là c'est vrai que pour nous c'est clair, mais on va vous expliquer un petit peu ce que sont ces différentes classes. Ok. Tu veux que je t'explique? Si tu veux. Donc la classe 1, c'est les pilotes professionnels, d'accord. La classe 2, c'est les pilotes privés. La classe 3, c'est les contrôleurs. On ne va pas parler de contrôleurs, ça ne vous intéresse pas spécialement, je pense. Donc la classe 1 et la classe 2, les très grosses différences, c'est qu'en classe 1, on a une visite d'aptitude initiale qui doit être faite dans un centre, qu'on appelle en anglais AEMC. Les centres, il y en a très peu en France. Il y a 2 militaires, il y a Percy, il y a Toulon. Et puis les autres, il y a Roissy, qui est tenu en fait par Air France, le SEMA. Il y a Toulouse. Et puis, c'est tout. Donc il y en a 4. Et donc ces centres, en fait, ils ont la capacité d'avoir la représentation de différentes spécialités sur place. Donc là, en fait, quand on fait sa visite d'aptitude initiale ou de renouvellement, parce qu'il y a des gens qui renouvellent la classe 1 dans ces centres, enfin l'essentiel d'ailleurs des pilotes renouvellent dans ces centres, c'est un parcours, c'est-à-dire qu'on va passer une demi-journée dans ce centre, où on fait des ateliers, des examens en fait. On passe une acuité visuelle, une acuité auditive, un bilan sanguin, un électrocardiogramme, et puis après on voit les différents médecins spécialistes qui vont faire la synthèse pour le médecin qui va signer l'aptitude. Voilà. C'est organisé quoi. C'est très organisé, ça prend beaucoup de moyens. Moi j'étais pilote, j'étais classe 1 pendant longtemps, donc j'ai fait toutes mes visites à Roissy, au SEMA. C'est très compliqué, il faut des mois et des mois pour obtenir un rendez-vous. La visite coûte très cher, c'est très très cher quand on est pilote indépendant. L'admission, je ne sais plus, mais je crois que le renouvellement, on est sur 350 €, quelque chose comme ça. Je crois que l'admission, c'est de l'ordre de 650 €. Plutôt 400. 400 maintenant? Oui, voilà. Oui, donc ça, il faut le dire. En plus, c'est vrai que 500, des fois, c'est à la charge du pilote, pas toujours, mais des fois, c'est à la charge du pilote, payer tous les ans, en fait, 400 € de visite médicale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est le prix quand on est apte. Oui. Quand on n'est pas apte et qu'il y a un renvoi qui est nécessaire au pôle, eh bien, on repaye. En fait, on paye l'activité du renvoi. On va payer en fait, le fait que le médecin il va rédiger un rapport qu'il va envoyer, qu'il va réceptionner, etc., etc. Donc tout ça, c'est une activité qui coûte excessivement cher. Voilà. Donc il ne faut pas faire de visite pour rien, c'est sûr, on ne va pas la faire pour... Mais par contre, moi j'engage les gens qui veulent se professionnaliser, que ce soit en classe 1 ou en classe 3, c'est des gens qui veulent rentrer par exemple à l'issue de leur classe préparatoire, qui veulent aller faire l'ENAC, ils ont intérêt à savoir d'emblée s'ils vont être aptes classe 1 ou classe 3.
Parce que le problème de ces gens, c'est qu'à l'issue de leur prépa, ils vont sur Parcoursup. S'ils choisissent l'ENAC et qu'ils sont ni aptes en classe 1 ni en classe 3, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent tout leur choix de Parcoursup. C'est terminé. Ils ont choisi l'ENAC, ils ne pourront rien y faire. Donc, ils pourraient... c'est ça le problème. Il y a des carrières d'ingénieurs qui restent, mais c'est absolument tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. Voilà. Donc c'est catastrophique pour certains. Quand ils sont en 5,5, ils sont bloqués. C'est fini, quoi. Voilà. Donc l'aptitude, évidemment... Je suis quand même... Vas-y, Cynthia. Ah pardon, je voulais demander quand même, parce que je trouve ça très intéressant par rapport à la classe 3, parce qu'on a parlé des classes 1 et classes 2, et on disait peut-être les classes 3, mais moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a en plus, ou en moins peut-être pour les classes 3, parce que les classes 1, classe 2, c'est quelques différences, si j'ai bien compris, électrocardiogramme, des petites choses comme ça qu'il y a à la classe 1, qu'il n'y a pas forcément à la classe 2, mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique au contrôleur aérien ? Dans la classe 2, on fait un électrocardiogramme à toutes les visites. C'est pas sur ça en fait qu'on va prendre la décision, c'est sur des critères. Par exemple, en classe 1, c'est beaucoup plus rigoureux sur la vision et sur l'audition qu'en classe 2. La vision des couleurs, par exemple, t'interdit d'être classe 1. Si tu as une anomalie de vision des couleurs, tu ne pourras jamais être pilote de ligne. Voilà. Donc tu pourras éventuellement être pilote privé, mais avec une restriction 2 jours. Tu n'auras pas le droit de piloter la nuit. Il y en a beaucoup, pour avoir un ordre d'idée des statistiques. Non, c'est très rare. Moi, tu vois, dans toute ma population de contrôleurs, j'en ai un. Ah oui, mais lui, il a été remis apte, en fait, parce qu'il y a un moyen, quand on est inapte sur le règlement, on peut quand même faire appel de la décision. Ah oui. Voilà. Donc, quand tu es en classe 1 et 2, si la décision du pôle médical ne te convient pas, tu peux faire appel auprès du CMAC, le Conseil médical de l'aéronautique civile. Et si tu es inapte en classe 3, tu peux faire appel auprès du CMCNA. Voilà. Donc il y a des voies de recours. Il faut les connaître, c'est hyper important. Mais nous, quand on met quelqu'un inapte, on lui donne obligatoirement l'information du recours, bien évidemment. Il faut qu'il puisse se défendre. Dans certains cas, ça peut être des affaires... Alors, pour revenir à la différence entre 1, 2, 3, il y en a très peu en fait. Quasiment en classe 3, c'est une transposition de la classe 1, à peu de choses près. Avec des choses parfois qui peuvent être difficiles à comprendre pour un contrôleur. Nous, on a un truc, notre dada, c'est les coliques néphrétiques. La colique néphrétique, c'est une douleur qui survient... Ah oui, ça te fait rire, mais imagine-toi en fait, c'est décrit comme une des douleurs les plus intenses qu'on puisse ressentir, à part celle de l'accouchement. Bon, un accouchement, tu vas rarement l'avoir de façon inopinée. Une colique néphrétique, si tu es pilote et que tu es tout seul, tu risques de te tuer. C'est très dur. Tu auras tellement mal que tu ne seras pas apte à te poser. Donc ça peut être un énorme problème. On fait très attention aux gens qui ont eu des coliques néphrétiques. On les emmerde. Ils nous détestent parce qu'on leur demande de faire des examens de façon ultra répétée. On peut être souvent amené à réduire la durée de la validité, puisque les classes 1, 2, 3 ont des validités différentes en fonction des âges. Mais nous, on peut aussi réduire, comme on le veut. C'est-à-dire que si on estime qu'on doit voir régulièrement un pilote ou un contrôleur, plus fréquemment que la réglementation, on peut le faire. Dans ce cas, on met une limitation qui s'appelle TML, et on va mettre ce qu'on veut. 1 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà. Ok. Alors moi j'ai une question, on en parlait ce matin avec des collègues et qui m'ont dit, ah bah tiens, il y a un médecin ce soir. Est-ce que dans ces cas-là, il est plus recommandé, alors je vais te prendre l'avis d'homme et de médecin, d'être dans le déclaratif honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il a un petit souci mais qui pense que ça peut peut-être passer, est-ce qu'il vaut mieux qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas? Ça va être vraiment très simple. Si tu mens et que tu as un accident, c'est tout pour ta pomme. Tu auras un problème avec la loi et avec les assurances. L'assurance, si elle trouve que tu n'étais pas apte, tu perds toute indemnisation. Si tu craches un avion du club alors que tu es parti en sachant que tu n'étais pas apte, l'assurance ne payera pas 1 centime. En plus, il y a un article dans le règlement que nul n'est censé ignorer, qui s'appelle le MED A020, ou l'ATCO MED A020 pour les contrôleurs.
Et ça, en fait, c'est écrit au dos de la licence médicale pour les pilotes. Si tu sais que tu es dans une situation où tu n'es pas apte à piloter, tu es pleinement responsable. Parce qu'on te dit que tu dois prévenir ton médecin, ton AME, mais si tu ne le fais pas, tant pis pour toi, c'est pleinement ta responsabilité. Donc moi, j'engage les gens à être totalement transparents, parce que s'ils ont un souci derrière, ce sera très compliqué pour eux. Vraiment très compliqué pour eux. Voilà. D'accord. Bah, par exemple, question toute bête, donc Paolo, que tu connais, qui nous avait mis en relation, il n'y a pas très longtemps, bah voilà, j'ai eu les lunettes, comme quoi on peut avoir des lunettes et piloter. Hein. Et en fait, je lui ai fait un mail. J'ai bien fait de lui faire un mail en disant, ça y est, j'ai des lunettes depuis peu, et voilà l'ordonnance médicale qui va avec. Il faut absolument faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est présents, on souhaite que les contrôleurs aient accès à nous tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis disponible, d'ailleurs souvent le week-end aussi, je veux que s'ils ont un problème, ils me le communiquent tout de suite. Parce qu'à partir du moment où ils me l'ont communiqué, c'est ma décision. C'est plus la leur. Ils se déchargent de la responsabilité. Je leur dis oui, je leur dis non, je leur dis je sais pas, je verrai. Voilà. Mais en tout cas, ils doivent communiquer avec moi. C'est valable pour la prise de médicaments, puisqu'il y a des médicaments qui sont interdits, évidemment, qui perturbent ton jugement potentiellement. Donc là, on va t'interdire de travailler, de piloter ou de contrôler le temps que tu prends ces traitements-là. Et c'est valable aussi pour toute nouvelle situation. C'est des choses qui, parfois, en fait, peuvent passer pour totalement anodines, mais qui ne le sont pas. Par exemple, moi, j'ai des contrôleurs qui sont allés se faire opérer de la myopie sans en parler à personne. Et ils sont revenus et ils ont pensé que ça allait passer crème. Mais ça passe pas du tout. En réalité, pour la classe 3, on a une réglementation qui est encore extrêmement rigoureuse puisqu'elle est datée. Elle n'a pas évolué, elle a beaucoup évolué pour la classe 1 et 2, mais pas pour la classe 3. Moi, en classe 3, je ne peux pas mettre un pilote qui a été opéré de la vision avant des mois. Ah oui, d'accord. Il y a un parcours très compliqué, il doit être arrêté pendant plusieurs mois. Ensuite, il doit aller en expertise, et on est capable de le faire qu'en milieu militaire aujourd'hui. Donc, il faut qu'il prenne un rendez-vous à Percy ou à Toulon. Et le parcours, pour récupérer sa validité, est très long. Alors, pour la classe 1 et 2 aussi, on a des différences de validité en fonction de l'âge. Donc, en classe 2, quelqu'un qui a moins de 40 ans, il est valide 5 ans, par exemple. C'est la belle vie, ça. C'est la belle vie, voilà. Je suis loin de tout ça maintenant. Oh là là. Mais dans l'enseignement qu'on nous fait, on nous dit, n'hésitez pas à réduire. Si vous avez le moindre doute, si le patient il peut avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, s'il peut avoir des antécédents familiaux, de ceci, de cela, eh bien, vous lui expliquez, vous le réduisez à 2 ans, par exemple. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que les critères d'aptitude initiale ne sont pas forcément les mêmes qu'en révisionnel. Donc, si vous avez, par exemple, un problème d'audition qui apparaît en cours de carrière quand vous êtes pilote, ce qui est tout à fait logique, le vieillissement physiologique fait qu'on va entendre moins bien, eh bien, on est moins exigeant sur la capacité à entendre quand on est en révisionnel qu'en initial. Voilà. Bon, par exemple, vous ne pouvez pas prétendre à une qualification initiale en classe 1 si vous avez des appareils auditifs. Mais ils sont autorisés en révisionnel. Voilà. Donc interdit en initial, autorisé en révisionnel. Dans 6 mois, si j'ai un déambulateur, je peux venir te voir avec? Alors un déambulateur, dans certains cas, tu sais qu'il y a des pilotes qui sont handicapés et qui ont le droit en fait de piloter des avions adaptés. Et ils ont une limitation qui est posée sur leur carton. Et dans ce cas, ce n'est pas nous qui pouvons la poser. Il y a aussi des limitations qui ne peuvent être posées que par le pôle médical. Oui. Voilà. Ce qui est logique. Cette question du chat, n'hésitez pas à faire comme Datal qui demande, il parlait justement, je pense qu'il fait référence plutôt au centre de navigation. En route. Oui. Il dit comment peut-on expliquer que personne n'a su où était le vol MH370 Alors, je peux répondre. Hein, oui, parce que je ne suis pas contrôleur, mais je sais comment ça fonctionne. Un centre de navigation civil, il n'a qu'un radar secondaire. C'est-à-dire qu'il ne peut suivre qu'un avion qui a un transpondeur actif. Si l'avion perd son transpondeur, le centre de navigation civil ne peut plus le suivre, il ne le voit pas. Il n'y a que les militaires qui peuvent suivre les avions en toutes circonstances, puisque eux, ils ont un radar primaire, qui est un radar qui envoie une onde qui est réfléchie par toute pièce métallique. C'est pas le même principe. Donc les civils
ne suivent que les avions qui sont équipés de transpondeurs. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur les sites comme Flight Radar 24 où vous suivez les avions, vous l'avez tous fait. Ça en fait c'est ça, hein, c'est un transpondeur qui envoie en permanence la position de l'avion, son altitude et c'est ce qui nous permet de voir où ils sont. Voilà. Mais si le pilote le coupe, il n'y a plus rien. Donc voilà, le MH370 il reste entier. Et on salue Oxfirefox qui est arrivé, qui nous a salué. On vient de le voir maintenant. Cynthia, tu avais une petite question ? Et oui, moi je voulais revenir sur la classe 1. On parlait de la classe 1 et de la visite initiale. Alors il y en a qui la passent à l'étranger. Est-ce que c'est normalisé partout dans l'Europe ou est-ce qu'il y a des conditions dans d'autres pays? Parce que j'ai cru entendre qu'il y avait du changement au niveau réglementaire. Et est-ce que ça en fait partie? Alors, d'emblée, tu vas tout de suite dans les trucs les plus pervers. Hein. Elle sait mettre le doigt où ça fait mal. La réglementation est la même partout en Europe. Elle est commune, elle a été édictée par l'EASA. Son application, on va pas se mentir, elle n'est pas la même dans tous les pays. Ça, c'est sûr. On sait que dans certains pays, les visites sont faites de façon plus conviviale, on va dire. Voilà. En France, le petit verre de rouge. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui passent plus facilement à l'étranger, notamment les gens boivent beaucoup en Espagne et en Suisse, c'est vrai. Plutôt qu'en France où on a cette rigueur qui nous est vraiment héritée des militaires. Moi, pour aller faire le cours d'agrément classe 3, c'est le même cours que l'agrément classe 1, donc mes collègues qui font de la classe 1, ils ont fait la même formation que moi en même temps, c'est les militaires qui nous la dispensent, c'est 5 semaines de cours, donc 5 semaines c'est un gros volume, dont un stage pratique, et on travaille comme eux. Donc on a cette rigueur qui peut être perçue comme un peu pénible par certains pilotes qui ne sont pas trop contents quand on va un peu dans le détail, mais le règlement, c'est le règlement. Voilà. Pour info, nous on m'a raconté, il y a eu un accident dans un club où un de mes contrôleurs travaille, enfin pilote plutôt, et il y a eu un crash mortel. Là, il y avait une mention sur la radiotéléphonie qui a été portée de façon erronée. La personne qui a posé la mention, elle a été convoquée au tribunal et elle a écopé de 6 mois avec sursis. Ouais. Voilà. Donc la réglementation, la façon dont la France applique la réglementation, on se doit d'être aussi extrêmement rigoureux en amont, puisqu'on sait que derrière, la BGTA, elle ne va pas les rater. Voilà. Ouais, il y a une notion de responsabilité transférée, de toute façon, qui est... Et puis, il faut bien se rendre compte que si nous, on est trop laxiste, le jour où les gendarmes ils vont coincer un pilote à l'arrivée et qu'ils vont voir que le pilote il a un problème que nous, on n'a pas reporté, alors qu'on aurait pu le faire, on va aussi avoir de gros problèmes. Voilà. Donc, les visites à l'étranger, bof. Voilà. Moi, je suis un peu mitigé, circonspect. Ouais. D'accord. C'est exactement ce que je voulais entendre. Parce que j'entends beaucoup d'élèves qui disent « je vais aller à droite, je vais aller à gauche », mais finalement c'est ça qui fait aussi la rigueur et qui fait que nos pilotes sont très réputés pour la formation et pour le médical, parce qu'on est rigoureux en France, et je pense que si c'est un docteur qui le dit, ça vaut plus que la parole d'une instructrice. Et puis il faut savoir aussi que si tu vas faire une visite médicale, et qu'on te dit qu'il y a un problème partout en Europe, d'accord, tu risques d'être signalé sur toutes les plateformes européennes. C'est-à-dire que si tu vas à une visite, que tu te comportes mal, que tu as un comportement suspect, qu'on pense que tu as pris des substances ou que tu as des troubles mentaux, tu ne pourras plus jamais voir aucun médecin agréé par l'EASA. On a une liste noire, en fait, qui est tenue à jour par les autorités de toute l'Europe. Voilà. Ça paraît logique justement pour éviter les dérives. Il faut éviter les dérives et l'errance. D'ailleurs, dans les mentions qu'on peut apposer, dans les limitations sur un carton, il y a aussi le suivi obligatoire par tel centre. Oui. Pour éviter que les gens partent, en fait disparaissent et aillent avec peu d'éléments, voire pas d'éléments du tout, se faire une visite ailleurs. Nous, en France, on a l'obligation, avant de délivrer une classe 2, d'avoir le compte-rendu de la visite précédente, s'il y en a déjà eu une, si ce n'est pas une initiale. Voilà. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.
Malheureusement, des fois, les gens ils viennent les mains dans les poches. Et puis, ils déclarent ce qu'ils ont envie de déclarer. Voilà. Ouais. À leur risque et péril. À ne pas suivre forcément comme exemple. Bonsoir à Pinfret Ponf qui vient d'arriver et qui a déclenché le réacteur à follower comme ceux qui suivent et puis ceux qui sub. Il déclenche la manche à air qui est ici. Voilà, vous le savez, si vous voulez mettre de l'animation sur le bar, vous pouvez. Moi, je voulais poser une autre question. C'est par rapport à on parlait du suivi médical, justement, et il y a des listes noires. Alors, par exemple, si on parlait des contrôleurs, puisque c'est plutôt ta spécialité, si un contrôleur vit un événement compliqué, je pense, par exemple, ces derniers temps, il y a un contrôleur sur notre plateforme qui a vécu plusieurs accidents d'affilée. Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut juger par lui-même ou il y a un médecin qui va dire bon ben là il a eu trop d'incidents, il faut qu'il soit revu, il faut qu'il soit réexaminé? Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est par lui-même ou c'est quelqu'un qui va décider qu'il faut qu'il soit revu en visite médicale? Nous, on a un système qui est le même en classe 1, 2 et 3. C'est qu'en fait, on a un certain pouvoir à notre niveau, au pouvoir de ce qu'on appelle l'AME, Aeromedical Examiner. On peut décider de certaines choses dans une certaine mesure, dans une certaine enveloppe qui est prévue par le règlement. Si on a des doutes, si on est en dehors des critères, si on fait ce qu'on appelle un renvoi. On renvoie à l'autorité. L'autorité en classe 3, c'est quoi compliqué, il y en a un seul, c'est Paolo, que tu connais, qui a la particularité d'être en fait medical assessor pour la classe 3 et de faire de la classe 1 en tant qu'AME. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel en France. Hein. Voilà, c'est la seule personne. C'est le seul d'ailleurs. Oui, c'est le seul. D'accord. Et on a aussi un AME classe 3 qui fait de la classe 2, la classe 1, pardon, mais c'est tout. Donc c'est des exceptions. Donc nous, quand on a un problème, on se tourne vers le pôle. On renvoie. Et le pôle décide, en fonction de ce qu'on lui a envoyé et de ce qu'il peut exiger en plus, et puis il va statuer sur dossier. Il ne reçoit pas les contrôleurs, il ne reçoit pas les pilotes. Ça, c'est important de le savoir. En fait, c'est juste sur les éléments qu'on leur envoie. Donc nous, quand on fait un renvoi, que ce soit en classe 2, pour ce qui me concerne, parce que ça m'est arrivé, ou en classe 3, où ça m'arrive toutes les semaines, eh ben, il faut que je monte un dossier avec le plus d'éléments possible. Je ne vais pas envoyer un dossier vide. Si je dis, le CG de ce patient, il est pourri, qu'est-ce qu'on va me répondre? C'est pas suffisant. Voilà. Donc moi, si j'ai un souci sur un électrocardiogramme, eh bien, je vais envoyer d'abord mon pilote ou mon contrôleur chez un cardiologue, prendre tous les éléments qu'il faut, tac, 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 tout assembler. Ça va prendre peut-être plusieurs mois, mais quand je vais faire mon renvoi, il sera en bonne et due forme. Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que la classe 1, c'est des gens qui font ça tout le temps. La classe 3, c'est des gens qui font ça tout le temps. La classe 2, c'est des médecins libéraux. En fait, l'essentiel des médecins qui font de la classe 2, c'est des gens qui ont une autre activité de médecine générale, parfois d'autres choses. Ça peut être des ophtalmos, des psychiatres, des gynécos, des radiologues. On a tout. Alors après, évidemment, moins ils en font, moins ils ont l'habitude de faire de renvoi, forcément, puisque nous, on en fait tout le temps. Donc ça peut prendre plus de temps des fois avec certains médecins qui n'ont pas forcément les mêmes réflexes que nous, qui ont été conditionnés par les militaires. Voilà. D'accord. Donc il y a effectivement une démarche en classe 2 qui peut être un petit peu plus hésitante. Quand on n'est pas dans les clous, des fois ça peut prendre un peu plus longtemps. Voilà. Ouais. En plus, on a la partie... Oui. Ah, pardon. J'allais demander, tu as un conseil peut-être pour donner une durée de temps, combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, justement, au cas où il y aurait des examens complémentaires. Je pense à tous ceux qui rentrent pour les cadets, tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il faudrait s'y prendre 6 mois à l'avance, 3 mois? Alors, le plus tôt est le mieux, évidemment, parce que si tu as des examens complémentaires à faire, la durée incompressible, ça va être celle du rendez-vous. C'est-à-dire que si moi, je t'envoie obligatoirement chez un ophtalmo, je pourrais rien faire pour toi. J'ai pas d'ophtalmo qui soit dispo comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est une des choses qui manque énormément, à mon sens, en France, qui existe dans d'autres pays. C'est un réseau de médecins aéros avec des spécialités. C'est-à-dire que si tu vas en Suisse, par exemple, il y a une liste de médecins référents. Tu as un problème neurologique, il y a un aéro neuro qui va te donner des conseils. Tu as un problème ophtalmo, tu vas avoir un ophtalmo. Nous, comme on est effectivement dans un circuit où on fait énormément
de visite qu'on appelle à norme en classe 3, on connaît les experts. Donc je vais appeler moi le psychiatre de Percy ou je vais appeler l'ophtalmo de Toulon. Ça c'est pas difficile parce que je les connais. Pour quelqu'un qui est en classe 2 et qui fait ça de façon occasionnelle, c'est plus casse-gueule, c'est clair. Voilà. Et puis on a la grosse difficulté en France d'avoir un pôle médical pour les personnels navigants qui est surchargé de travail. Donc c'est extrêmement difficile de les joindre. Et donc si on n'a pas la méthodo, ça peut être vraiment long. Voilà. Ok. En attendant, pour le conseil qu'on peut donner à tout le monde, vraiment de base, c'est quand vous allez faire une visite aéro, vous prenez tous les éléments médicaux qui vous concernent. Si vous avez des lunettes, vous venez avec l'ordonnance, vous venez avec le dernier compte-rendu de l'ophtalmo. Si vous avez été opéré de n'importe quoi, vous vous arrangez pour avoir les comptes-rendus. Si vous avez des anomalies biologiques, parce qu'il y a des gens qui viennent avec du cholestérol, par exemple, qui ont du cholestérol depuis l'âge de 18 ans. Ben, il faut venir avec ça, avec un courrier disant que ça a été attesté, que c'est familial, que ceci, que cela, que le cardiologue estime qu'il ne faut pas avoir de traitement. Il faut venir avec la majorité des choses déjà faites. Plus on arrive avec du matériel pré-mâché, mieux c'est. Voilà. Et des fois, justement, ça peut aider à lever des potentielles restrictions qu'il peut y avoir Bien en sûr. étant honnête, clair. Oui, évidemment. Et puis, tout antécédent aéro, hein, évidemment. Si quelqu'un vient en me disant « j'ai fait une visite classe 2, mais je ne sais plus où elle est, et je ne sais pas qui me l'a faite, etc. », là, on commence déjà tout de suite à patauger, quoi, parce que c'est quand même bien d'avoir des éléments. Hein. Il nous les faut. Alors, moi, ma particularité à la DGAC, c'est qu'on a l'historique. Évidemment. Donc, le contrôleur, il ne se promène pas sans dossier. Donc on a l'habitude de travailler avec des dossiers parfaitement ficelés. Quand quelqu'un vient avec 3 fois rien, c'est un peu agaçant, c'est sûr. Je peux peut-être donner un exemple qui me concerne d'ailleurs. Alors, il y a eu l'histoire des lunettes, oui, mais il n'y a pas si longtemps, dans le cadre des visites classe 1, on m'a trouvé, lors de deux visites, sur 2 années différentes, de l'hypertension. Par exemple, d'hypertension. Alors forcément, il y en a qui m'ont dit, est-ce que vous mangez beaucoup de saucisses? Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Est-ce que ça peut être lié à ça? Moi, j'ai dit non. Enfin, pas plus que d'habitude, pas moins qu'avant. Par contre, on m'a détecté de l'apnée du sommeil. Et on m'a dit, ça peut être lié. Donc traitement, et depuis, apparemment, réglé. Ben oui, je suis alors, j'aurais pu le dire, je suis dans le même cas. Donc, voilà. Voilà, moi aussi j'ai l'apnée du sommeil et moi aussi je viens de faire mon renvoi. On m'a fait mon renvoi parce que je ne peux pas le faire moi-même. Ah bah oui, bien sûr. C'était aussi une question que je vais poser. Est-ce que toi tu peux Non, c'est interdit, c'est strictement interdit. Okay. Un AME ne peut pas signer son propre carton. Faut pas exagérer. Ce serait facile. Ce serait trop facile. Donc là, moi j'ai fait faire mon dossier par un autre AME, mais je lui ai fourni tous les éléments dont j'allais avoir besoin. Voilà, parce que je savais ce que voulait le pôle. Donc, je suis allé voir un cardiologue. J'ai fait un enregistrement de 24 heures du rythme cardiaque, de la pression artérielle. J'ai fait des tests de maintien d'éveil. J'ai fait une nuit avec ma machine, avec tout l'enregistrement qu'il fallait, etc. Et puis, comme j'ai montré patte blanche, on m'a dit « Ok, pas de souci, vous pourrez revoler seul. Mais tous les ans, vous présenterez telle et telle pièce. » Voilà. Ouais. Donc, il faut jouer franc jeu parce que si on ne le fait pas, on s'expose à des gros problèmes. Voilà. Pareil, j'ai une hypertension, je la traite, je suis venu avec le compte-rendu, ce qu'on appelle une MAPA, une mesure ambulatoire de pression artérielle. Moi, je vois des contrôleurs qui me disent « on m'a dit que j'avais un effet blouse blanche ». Donc, c'est des gens qui viennent, ils ont 13 de tension, puis 15, puis 17, puis 19 le jour où ils me voient. Mais moi, je leur dis « là, vous êtes gentils, mais c'est plus un effet blouse blanche, en fait. Vous êtes totalement hypertendu. Donc, on arrête de jouer. Et puis maintenant, vous allez aller voir un cardiologue, vous allez faire un enregistrement sur 24 heures à minima. Je leur conseille de faire un enregistrement de sommeil, puisque c'est ma spécialité aussi, et que pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes pour les facteurs de risque cardiovasculaire, et on tombe sur des apnées du sommeil très souvent. L'effet blouse blanche n'existe pas du coup. C'est pas quelque chose qui est envisageable. On peut avoir une tension labile, c'est-à-dire qui peut monter subitement sous l'effet du stress. Est-ce que l'infirmière est belle ou truc comme ça? Non, parce que le problème, c'est quid d'un professionnel de l'aéro? Est-ce que quand il va piloter, il ne va pas être sous l'effet du stress? Tout le temps. Est-ce qu'un contrôleur aérien, il ne va pas être sous l'effet du stress? Tout le temps. Donc en fait, tu t'imagines que c'est peut-être des gens qui ont 12 de tension quand ils sont chez eux en train de regarder la télé, mais qui ont 18 tout le reste du temps. Donc là, alors là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout ce temps-là, tu construis tes lésions d'artériosclérose. C'est ça le souci.
Donc en fait, c'est pour le bien et du pilote et du contrôleur qu'on leur dit ça aussi. C'est pour leur santé, c'est pas seulement pour les emmerder. C'est aussi pour leur dire, attention, facteur de vieillissement cardiovasculaire extrêmement péjoratif. Donc t'as pas envie de les retrouver avec un accident vasculaire cérébral ou un infarctus à 60 ans. Hein. Et puis il faut voir la population de pilotes. C'est pas la même que les contrôleurs. Moi j'ai des contrôleurs qui sont quasiment tous sportifs. J'ai 80% de gens qui sont épais comme ça, qui font du crossfit, etc. Très bien. Mais les pilotes de ligne, c'est pas du tout la même population. Hein. C'est des gens qui font des découchés tout le temps, qui mangent et qui boivent abondamment quand ils sont en escale. Donc à 60 ans, ils ont un gros bidon comme ça et ils ont tous les problèmes qui vont avec. C'est pas la même population. C'est un petit cliché quand même. C'est la réalité, malheureusement. Moi, je vais revenir sur ce qu'on m'a dit la première fois que j'ai passé ma visite médicale classique. On m'a dit le métier de pilote rend sourd et gros. Mais oui, c'est vrai. Parce que, évidemment, on est soumis... On m'a dit, préparez-vous, vous allez être sourde et grosse. Oui, okay. Tu es soumis en fait à un bruit de fond permanent qui va favoriser en fait l'arrivée d'acouphènes et de troubles auditifs assez précoces, hein, parfois on le voit. Le pire étant chez les pilotes d'hélico. Alors les pilotes d'hélico, c'est l'enfer. Eux, ils ont des problèmes de surdité, ils ont des problèmes aussi de colonne vertébrale à cause des vibrations, parce que ça vibre énormément. Donc tout ça, il faut aussi le surveiller. Voilà. On est attentif à tout ça. Voilà. Ok. Dans le chat, encore une fois, hein, je vous appelle parce que n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. C'est vrai que nous, on parle beaucoup parce qu'on a des questions à poser et puis on aime bien parler de ces choses-là. N'hésitez pas. Hein. Encore une fois, c'est complètement ouvert. Hein. Allez-y. Moi, je vais poser une question. J'adore poser des questions. Il y a des questions qui sont très bizarres, mais j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, ça m'intéresse quand même, ce phénomène qui est lié aux garçons, en fait, tout simplement. On m'a dit que beaucoup de garçons s'étaient fait, si je puis dire vulgairement, toucher les bourses. Ah oui. Et on m'a dit qu'on cherchait un phénomène particulier. Alors, beaucoup étaient surpris parce qu'on les a pas avertis. On leur a dit, baissez votre caleçon, on va toucher. Alors, on m'a dit que c'était une torsion testiculaire que vous cherchiez, c'est ça ? Non, la torsion testiculaire, c'est un prétexte. La torsion testiculaire, c'est un accident aigu. En fait, c'est vraiment une question qui est récurrente. D'ailleurs, c'est un débat, y compris chez les contrôleurs aériens. Et souvent, ils ne comprennent pas pourquoi on les déshabille et pourquoi on les palpe. Quand tu fais un examen clinique, tu dois faire ton examen comme bon te semble. D'accord ? Donc, normalement, si tu fais un examen consciencieux, tu dois rechercher tout un tas de choses, notamment l'existence de ganglions. Donc, tu dois palper les aires ganglionnaires. Les aires ganglionnaires principales, elles sont cervicales, elles sont axillaires, sous les bras, elles sont inguinales. D'accord ? Donc, beaucoup de gens imaginent qu'on leur palpe les testicules, alors qu'on recherche, en fait, des ganglions inguinaux. C'est pas les mêmes boules. On cherche aussi les orifices hernières. Mais c'est intéressant, parce que finalement, il y a ce malentendu, et c'est intéressant de savoir pourquoi, en fait. Beaucoup disent on m'a touché les bourses, mais en fait, pas du tout, finalement. Non, mais c'est vraiment un sujet brûlant, en plus, parce que évidemment, on est à la limite entre l'examen clinique et ce que les gens peuvent prendre comme une agression sexuelle. Hein. C'est un sujet d'actualité. C'est quand on examine quelqu'un, il ne faut pas imaginer que derrière, c'est mal intentionné. Donc, l'autre chose qu'on recherche systématiquement, et ça vient du milieu militaire, c'est l'absence de descente des testicules dans le scrotum. Parce que, en fait, dans l'embryogenèse, le tissu qui va donner les testicules, c'est le même que celui qui donne les ovaires chez les filles. D'accord ? Donc, il est à l'origine intra-abdominal. Ça naît dans l'abdomen. Et chez les garçons, ça descend progressivement, accompagné des vaisseaux et des nerfs qui les entourent. Hein. Donc ça descend, ça passe l'orifice hernière inguinal et ça atterrit dans le scrotum. D'accord ? Mais parfois, il n'y en a qu'un qui va descendre. Et c'est ce qu'on appelle une cryptorchidie. En fait, tu as un testicule qui reste caché dans l'abdomen. Donc ça... Mais il marche quand même. Il ne marche pas. Ah, il marche pas. Il ne marche pas parce qu'il n'est pas à la bonne température. En fait, pourquoi les testicules sont... Alors là, on part sur tout à fait... Pourquoi les testicules sont hors du corps chez l'homme ? Quelle question j'ai posée ? Ah non, mais... Merci Cynthia. Hein. Pourquoi les testicules ne sont pas intra-abdominaux chez l'homme ? C'est parce que les processus enzymatiques de fabrication
des spermatozoïdes se font à une température inférieure à celle du corps. En fait, au-delà de 34 degrés, ça ne fonctionne plus. Donc, hop, ça descend à l'extérieur. Et puis, il y a un petit muscle qu'on appelle le crémaster qui règle la température. Donc, quand il fait froid, ça remonte. Quand il fait chaud, ça descend. C'est pour ça que J'ai jamais fait attention à ça, moi. C'est magique. C'est pour ça que quand tu vas dans l'eau froide, zzz, voilà. Ah, et donc c'est pour ça qu'on parle plus aigu. Voilà. D'accord. Et surtout, en fait, donc on recherche l'écrypteur qui dit. On recherche aussi, ça vient aussi du milieu militaire parce que il faut s'imaginer que vous êtes bien trop jeune pour le savoir, certains d'entre vous, mais quand on était jeune, on allait voir les médecins militaires à 18 ans, ça s'appelait les classes. Oui. Et non, les 3 jours. Et en fait, pour certains, c'était le premier contact avec un médecin. Ils n'avaient jamais vu de médecin de leur vie. Hein, ils débarquaient de leur campagne et on découvrait qu'il n'y avait pas de testicules. Ou qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Voilà. Donc, on a pris l'habitude de palper les testicules, les orifices hernières, etc. Bon. Alors, ça peut être surprenant. Ce qui est très surprenant de la part de mes confrères, c'est de ne pas expliquer la démarche. Ça, moi, j'avoue qu'il y a des vieux médecins qui font leur examen sans expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on doit impérativement chercher le consentement de la personne qu'on examine. Ouais. C'est sûr que on ne va pas nous le pardonner. Hein. Bon, pour info, moi je travaille aussi en milieu psychiatrique, donc là c'est encore plus précautionneux, évidemment. Si on doit faire un examen, on demande la permission, même faire un électrocardiogramme. Moi j'ai des patients qui ne peuvent pas supporter qu'on les déshabille pour leur faire un électrocardiogramme. Ouais. C'est pas possible. Ça leur pose un énorme problème parce qu'ils souffrent d'un psychotrauma. Donc on ne va pas leur faire ça en fait, on fait tout ce qu'on peut pour leur éviter, évidemment. Mais dans le milieu aéronautique, c'est sûr que les militaires, ils ne te demandent pas ton avis. Hein. On ne te demande pas ton consentement. Et pour avoir vécu le stage à l'hôpital militaire de Percy, j'ai vu comment les jeunes recrues se font traiter. C'est pas comme ça qu'on traite nos contrôleurs. Hein. Ça ne passerait pas. 2 poids, 2 mesures. Oui, c'est clair. Ok, il y a Philémon qui avait une question, mais tu viens d'y répondre. Voilà, alors, je vais y répondre. Moi, je travaille dans un établissement de santé mentale, ça n'a rien à voir avec la DGAC. Donc, si j'ai un trouble mental suspecté ou avéré chez un de mes contrôleurs ou chez un de mes pilotes, je l'envoie vers un référent spécialisé, bien évidemment. Et de préférence en milieu militaire. Nous, on a une surexpertise particulière. En fait, il y a un centre qui est dédié à ça, au CPE-MPN de Percy, où il s'occupe de la santé mentale des pilotes civils et militaires, des contrôleurs civils et militaires. Voilà. Notamment quand on a des problèmes de consommation. Les gens qui consomment, là, malheureusement, si on les pince, ils vont aller directement dans le circuit psychiatrie pour qu'on les évalue, pour savoir pourquoi ils ont consommé. Ils consomment de tout, en fait. On a des consos, hein. On a des consos de toxiques, on a de tout. Hein. Ah oui. Oui, donc ça veut dire ça peut être de l'alcool, de la drogue. Ça peut être de l'alcool, de la drogue, bien sûr. On a de tout, comme dans toute la population. Ok. C'est vrai qu'on pourrait penser que parce qu'il y a un suivi médical intense, qu'on va être un peu plus épargné, parce qu'on sait que tous les ans, il y a un contrôle qui est fait, mais pas systématiquement. Le problème, c'est que nos contrôles ne sont pas aléatoires. En fait, on contrôle à date fixe. Donc ça peut s'anticiper. Les gens qui sont capables de consommer et de venir clean à nos visites, ils vont passer sous le radar. Ouais. Mais là aussi, c'est en train de changer. En fait, l'EASA demande maintenant aux autorités de faire plus de contrôles. La BGTA est capable maintenant de te tester sur la consommation à la descente de ton avion. Ce qui paraît logique. Hein. Voilà. Donc ces parcours-là, c'est très très long. Hein. Si quelqu'un est pincé en train de consommer de l'alcool de façon problématique ou des drogues, il n'est pas prêt de revoler ou de contrôler avant plusieurs années. Hein. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Donc, et petite question toute bête ou pas, hein. Quelqu'un par exemple, il est pilote ou contrôleur, il part 15 jours en vacances. Et là, il fait une soirée un peu arrosée, il prend le volant, il conduit, il se fait pincer sur la route. Alors, on n'est pas du tout dans le cadre du métier. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions derrière sur le métier ?
Nous, on est tenu normalement de poser la question. En fait, si le contrôleur a eu un problème avec l'autorité, on pose la question, il est tenu de nous le dire. Parce que là, pour le coup, c'est pas l'autorité directement, c'est plus la justice. C'est la justice, mais c'est la même chose en fait. C'est des métiers de sécurité, tu n'es pas censé avoir des problèmes de justice et ne pas en informer les gens qui t'encadrent. C'est le souci. D'accord. On a eu des signalements européens pour de la conduite sous substance de gens qui cherchaient à avoir une classe 2. Ouais. Bon. Donc là, Et ils vous le disent, mais est-ce que vous pouvez le demander, chercher, faire appel aux autorités aussi pour dire là j'ai un doute, est-ce que je peux vérifier son casier? Est-ce que vous avez le droit aussi de faire ce On n'a type pas de le droit de recherche? le faire. Non, absolument pas. Mais Parce que si vous suspectez un comportement, justement, ça pourrait faire la relation et aider justement à sortir ce comportement dangereux du circuit. moi, je peux et pas du le métier. faire, mais de toute façon, quand tu es contrôleur, tu es aujourd'hui fonctionnaire, donc tu dois présenter un extrait de casier quand tu es embauché. Et puis, quand tu as un métier de sécurité, ton employeur est tenu de te demander un extrait de casier. Mais pas la D'accord, médecine. donc ça se recoupe forcément. Ça se recoupe de toute façon, voilà. Les médecins, non, on va pas aller faire ça. Par contre, moi, si j'ai un doute sur la conso, j'ai toute une armada de tests à demander, bien sûr. Le test le plus simple étant la bandelette urinaire, mais on peut aller jusqu'au prélèvement de cheveux ou de poils pour vérifier qu'il n'y a pas de conso. Voilà. Ok. Et là, ça dure très longtemps. Ça persiste pendant de nombreux mois. Voilà. Donc, on va pincer celui qui consomme. Tiens, cette question de Datal et les tests salivaires, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de contrôle aléatoire. Parce que c'est pas notre mission. En fait, c'est la mission de la DSAC et pas la nôtre. Donc, nous, on n'est pas tenu de le faire. Chacun son domaine. Chacun son domaine. On a décidé de le faire de façon organisée le jour de la visite. Le contrôleur est prévenu, mais il est consentant. Il signe un consentement. Voilà. On ne le force à rien. Par contre, la BGTA, la gendarmerie, peut débarquer, bien sûr, en salle de contrôle. Ce ne sera pas notre problème. Oui. Ce ne sera pas notre responsabilité. D'accord. Alors, quel conseil on peut donner, par exemple, à quelqu'un qui se dit, tiens, c'est bon, je franchis le pas, ça y est, j'ai mon rendez-vous, je dois faire ma visite dans 15 jours. Meilleur conseil pour préparer cette visite? Déjà, pas manger trop gras et trop sucré pour les examens biologiques s'il y en a. Non, mais on rit, mais moi ça m'est arrivé d'arriver après 15 jours de vacances d'hiver où j'ai mangé des bons plats roboratifs de chez moi, du Nord-Est, et j'arrive à ma visite classe 1 et mon bilan il est avec des triglycérides au plafond. Voilà. Donc là, ça hurle dans les bureaux. Le médecin me dit qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà, j'ai fait 15 jours de régime et puis ça s'est normalisé. Donc pas d'excès. Là, je viens de voir passer une question sur des gamma GT. Hein. Alors, en classe 2, on n'a pas de biologie obligatoire. On peut demander une biologie si on a un doute, bien sûr. Mais on ne le fait pas de façon systématique. En classe 1, en classe 3, on fait des biologies systématiques. Évidemment, il faut éviter de consommer beaucoup d'alcool dans les semaines qui précèdent, parce que sinon le bilan hépatique va être perturbé. Il faut éviter de faire tout type d'excès, bien sûr. Et il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un en visite, de dire, là, j'ai un doute, je vais demander quand même plus de détails, quelque part de coincer, entre guillemets, de dire, allez, écoutez, non, c'est pas possible, et puis que la personne s'énerve ou dise, non... Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais dans les histoires de chasse, bien sûr, il y a ce genre d'affaires. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui vient commencer une visite, que ce soit 1, 2, 3, s'il ne donne pas les éléments que le médecin lui demande, il est considéré comme inapte. C'est-à-dire que moi, si je dis vous suivez un traitement, je veux savoir pourquoi vous le prenez, je veux un courrier de votre neurologue, etc. Parce qu'il y a des molécules, par exemple, on ne veut pas de contrôleur dépressif pendant l'épisode dépressif. Donc on interdit les antidépresseurs. Mais en revanche, si vous êtes sous antidépresseur pour une autre cause, à une autre dose, pour des douleurs chroniques,
par exemple, ou pour une épilepsie, ça peut arriver. Et ben, dans ce cas, c'est pas la même chose. Dans l'épilepsie, c'est inapte, pardon. Pour les migraines, le traitement de fond de la migraine. Voilà. Et donc là, si vous avez la justification de votre traitement et la preuve que vous prenez votre traitement depuis suffisamment longtemps sans interférence avec votre métier potentiellement ou votre activité, eh ben, ce sera sans doute apte. Pas forcément à mon niveau, mais au niveau du pôle médical. Voilà, en renvoi. D'accord. Voilà, il y a aussi, oui, sur les médicaments, il y a des choses qui circulent. Moi, par exemple, il y a des contrôleurs qui m'ont dit qu'ils étaient migraineux et qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de prendre de traitement de fond. Voilà. Mais c'est faux, bien sûr. Hein. On ne va pas empêcher quelqu'un de se soigner correctement sous prétexte qu'il est contrôlable. Oui. Le médicament... Non, j'allais justement demander quels sont les plus gros clichés que tu as dû démentir, en fait, comme l'histoire des lunettes. C'est quoi les plus gros clichés qu'à chaque fois tu es obligé d'expliquer en disant, par exemple, là vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre un médicament, c'est pas interdit. Le plus gros cliché, alors de loin, c'est la vision. Hein. Parce que moi j'ai les contrôleurs, mais j'ai aussi leurs enfants. On me dit, j'ai ma fille qui veut être pilote de ligne, mais elle porte des lunettes. On m'a dit que non. Je dis non, c'est faux. Enfin, c'est le truc qui revient sans cesse. C'est quasiment tous les mois, quoi. On me pose la question. Parce que la vision, c'est vraiment l'obsession. Et puis en plus, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est le sommet de l'iceberg en réalité, parce que c'est vraiment pas le truc difficile à voir chez quelqu'un qui a 18 ans. Hein. Il y a des choses plus subtiles. Il y a l'insuffisance rénale, des problèmes cardiaques, des choses qu'on n'a pas forcément explorées. Donc la vision, elle est explorée de toute façon peu ou prou par tout le monde. C'est pas du tout... ça, c'est le gros cliché. Après, sur les médicaments, ça va dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai des contrôleurs à qui on file du tramadol tranquillement, et puis, oui, ils avaient mal au dos. Oui, mais non, c'est inapte, temporaire. On ne peut pas travailler sous tramadol. Donc, dans les deux sens, il y a des médicaments pour lesquels les gens pensent qu'ils ne devraient pas les prendre, alors qu'on peut les prendre sous certaines conditions. Il y a le contraire, des médicaments qu'ils prennent sans se rendre compte qu'ils sont inaptes. Voilà. Ouais. Alors justement, dans les médicaments inaptes, tu parles du tramadol, il y en a d'autres comme ça, des communs qu'on peut trouver, tout ce qu'il ne faudrait pas prendre, tout ce qui peut perturber ton jugement. Hein. Donc les morphiniques, évidemment. Il y a aussi tous les antidépresseurs, les benzodiazépines, tout ce qu'on appelle les anxiolytiques. Hein. Tout ça, c'est inapte. Hein. Tu ne peux pas aller travailler quand tu prends ça. Il y a certains médicaments qui sont sédatifs, trop sédatifs pour les prendre quand tu vas travailler. Donc, tu peux avoir le droit d'en prendre les jours où tu ne travailles pas. Tu vois, moi, ça ne me dérange pas que tu prennes du tramadol pendant tes congés de maladie parce que tu t'es fait une tendinite. Pourquoi pas? Mais par contre, quand tu reviens, tu n'en prends plus. Voilà. D'accord. On a le CBD là qui revient régulièrement. Ça, CBD, c'est non, hein, absolument non, c'est strictement interdit. Parce que dans le CBD, il y a toujours du THC. Même en quantité très faible, ça positive nos tests. Donc il ne faut pas s'amuser à prendre du CBD. De toute façon, aujourd'hui, avec la façon dont on vend le CBD, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, clairement, puisque c'est plutôt un marché un peu obscur qui n'est pas tout à fait bien réglementé. Donc le jour où ce sera en pharmacie, on pourra être certain de sa composition. Dans les boutiques bizarroïdes qu'on peut voir, c'est absolument non. Voilà. Non. C'est bien de le rappeler. Donc attention à ce que vous prenez ou ce qu'on vous donne. Peut-être même dans les familles. Tiens, moi j'ai pris ça, c'est efficace. Tiens, je te le donne. Bon. Voilà. On m'a dit que. Voilà. Demander un avis finalement, c'est ça. Je demandais un avis. Oui, Cynthia, je t'ai coupé la parole. Ah non, je disais oui, tout à fait. C'est le on m'a dit que ou il faut faire comme ça parce que je sais que la copine a dit que. Non, il faut demander toujours au docteur, je pense. Oui, mais c'est ça. Donc on a donné les conseils, on a parlé des classes médicales. On peut aussi rapidement parler du sommeil, puisque c'est aussi une de tes spécialités. Qui dit pilote dit décalage horaire, dit fatigue, et peut-être aussi vous avez des difficultés pour vous endormir. C'est un véritable fléau aussi aujourd'hui. Oui, c'est un vrai fléau, surtout pour les pilotes, parce qu'il y a les découchés, il y a les jet lag. Pour les contrôleurs, ils ont des nuits.
mais elles sont posées à l'avance, ils ont des repos compensateurs, c'est pas la même difficulté. Alors ça peut être quand même, sur le long terme, ça peut perturber le sommeil, hein, parce que quand on change de rythme de travail, si on le fait trop souvent et trop longtemps, on risque d'avoir des soucis avec l'endormissement et avec la continuité de la nuit. Mais chez les pilotes, c'est un vrai problème, oui, c'est sûr. D'ailleurs, la plupart ont recours à des molécules hypnotiques pour s'endormir quand ils sont en escale à l'autre bout du monde. On ne peut pas les blâmer parce que effectivement, on sait que c'est très compliqué. Par contre, il faut prendre des molécules qui ont une demi-vie très courte pour être capable de repiloter le lendemain, par exemple. On parlait justement, souvent on voit des personnes qui ont du mal à s'endormir qui disent « moi je prends de la mélatonine ». Ouais. C'est efficace, c'est conseillé. D'ailleurs, je crois qu'on en parle aussi de la mélatonine dans les cours de facteurs humains. La mélatonine, ça ne marche pas sur tous les types d'insomnie. Ça dépend vraiment en fait, de la façon dont l'insomnie est vécue. Si c'est une cause purement psychogène, ça risque pas de fonctionner. Voilà. Ça peut être un problème de décalage de phase, auquel cas ça marche bien, à condition de prendre la bonne forme, parce qu'il y a de la mélatonine à dispersion rapide et à libération prolongée, c'est pas la même chose, et à prendre au bon moment aussi. Parce que si tu la prends trop tôt, ça va pas fonctionner, si tu la prends trop tard, ça fonctionnera pas non plus. Le souci de la mélatonine, c'est que jusqu'à 1,9 mg en France, c'est considéré comme un complément alimentaire en vente libre. Okay. Au-delà de 2 mg, c'est considéré comme un médicament. Donc l'automédication fait que les gens ne consomment que du 1,9 mg et pas forcément bien. Et il faut mieux en parler à un médecin du sommeil, ça c'est sûr. Donc venir te voir. Mais après, c'est pas interdit. Après, c'est pas interdit d'en prendre, c'est une hormone naturelle. Hein. C'est pas un médicament, c'est une hormone que notre cerveau fabrique. D'ailleurs, la dernière fois, je l'avais expliqué, mais c'est pas l'hormone de l'endormissement, en fait, c'est l'hormone de la nuit, puisque chez nous, elle provoque l'endormissement, mais chez les animaux nocturnes, elle provoque l'éveil. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok, bon, on apprend plein de choses ce soir. C'est fascinant. Écoute, Il y a un élément qu'il faut préciser sur la classe 2, parce que je pense que c'est hyper important, c'est que la classe 2, elle est faite essentiellement par des médecins libéraux, que les médecins libéraux pratiquent des tarifs qui sont totalement libres. Donc pour les gens qui veulent prendre un rendez-vous de classe 2, pensez à demander à l'avance combien est facturée la classe 2, parce que ce n'est pas un tarif fixé, réglementé. Et c'est pas remboursé. C'est absolument pas remboursé, pas 1 centime de remboursé. C'est complètement hors nomenclature. Et en théorie, si on doit faire des examens complémentaires, ils ne seront pas remplacés non plus. Oui, c'est bizarre, il n'y a qu'à prendre plusieurs cachets pour dépasser 1,9. Bah oui, on est d'accord. On a une question de Shadowdon. Bonjour, je fais pipi très souvent et début de fièvre, est-ce que c'est grave? Alors ça s'appelle la consultation à distance. La consultation sauvage. On n'est pas la sécurité sociale. Ça peut être les symptômes d'une infection urinaire. Il faut aller faire au minimum un examen de ce qu'on appelle une bandelette urinaire, voir s'il y a des leucocytes et des hématies dans les urines. Tu vois, Shadow, on va aller tâter les ganglions. T'es content? T'as gagné ta soirée. Voilà. Bien. Écoutez, ça avance vite. C'est déjà 21h06. Mais c'est bien parce qu'on aborde... S'il y a d'autres consultations dans le chat, allez-y. C'est le moment. Ouais. Non, cite-les pas parce qu'après, on va avoir 50 000 questions. Voilà, Shadow, il est content. On te souhaite du courage avec tes ganglions, Shadow. Bien, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de tourner tout de suite la dernière page de l'émission, la foire aux questions remise de gaz. Il vous reste 5 petites minutes pour poser vos questions. On revient dessus avec Hervé. Et puis, le temps que vous posez vos questions, on vous présente le programme à venir pour les prochaines semaines de la zone aéro. Donc, foire aux questions remise de gaz, c'est tout de suite. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, vous posez vos questions rapidement dans le chat, on revient dessus. Et juste avant de parler de ces dernières questions, je vous propose de découvrir le programme de la zone aéro à venir
Voilà. On va commencer par la semaine prochaine, lundi 16, à confirmer. Je le dis quand même, à confirmer un push to talk. On n'a pas encore le sujet, on n'a pas encore les chroniqueurs, donc à confirmer avec l'équipe de push to talk. Mais s'il y en a un, ce sera lundi à 20h30. Ensuite, ça par contre, c'est confirmé. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Le 18, ça sera au bar mobile. On te retrouvera là-bas, Cynthia, d'ailleurs, le 18 à 20h30, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Fabien Scaillé. Il est shift leader. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que shift leader? En gros, il est contremaître dans le cargo et il va nous expliquer les ficelles de son métier, qui est comment charger un avion cargo. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils anticipent la répartition des masses, des matières dangereuses? Bref, comment est-ce que ça se passe au quotidien dans son métier, puisqu'il travaille chez... Alors, je ne sais pas si on peut le dire. Je crois que c'est Challenge Accepted de mémoire. Et il travaille à Liège. Il nous parlera de son quotidien. C'est un métier de l'aéro qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on est très content de recevoir Fabien qui va nous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, le mercredi 18 juin à 20h30. Ensuite... vous connaissez sûrement cette chaîne qui est consacrée aux hélicoptères. Elle s'appelle Low Fuel. Elle est sur YouTube et c'est Corentin qui est donc pilote d'hélicoptère qui viendra nous parler un petit peu des fondements de la chaîne, qui se veut aussi une chaîne de vulgarisation pour les hélicoptères et pour l'aviation. Donc Corentin, on le retrouvera le 23 juin à 20h30. Si vous êtes amateur de rotor et de vol stationnaire, il faudra être là le 23 à 20h30. Puis, on vous donne rendez-vous au bar mobile, encore une fois, avec notre ami Dylan. Vous l'avez plébiscité la première fois. Il nous avait fait un petit cours sur la préparation d'une navigation VFR. On avait fait toute la partie papier, anticipation. Là, on va venir voir comment est-ce qu'on l'applique réellement. C'est la partie 2 de la navigation VFR. Vous étiez assez nombreux à dire que ça vous avait plu. Et ben voilà, vous aurez la suite avec Dylan le 25 juin à 20h30. Ne manquez pas ce rendez-vous, il nous donnera tout plein de conseils. Et puis on terminera donc le 30 juin à 20h30, la dernière émission Push to Talk du mois de juin, avec Tanguy et la Verdure qui sont en train de regarder la zone aéro, c'est beau. On vous tiendra informé évidemment sur Discord et sur les réseaux sociaux du contenu du programme avec les chroniqueurs de la zone. Voilà pour le programme de la zone aéro pour le mois de juin. J'espère qu'il vous plaira. Hop. Moi, je me rends compte que j'ai oublié 2 infos essentielles. Allons-y. C'est que si vous cherchez la liste des médecins agréés, il y a eu une mise à jour majeure il y a quelques jours par le pôle médical. Il faut taper aptitude personnelle navigant, DGAC. Vous aurez une belle page qui a été bien enrichie. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Il y a la liste des médecins classe 2. Il y en a 500 à peu près en France. Et ils ont séparé les médecins classe 1 parce que depuis peu, il y a quelques médecins agréés qui peuvent renouveler les classes 1, pas en initial, mais qui peuvent renouveler les classes 1 en dehors des centres. Donc on peut aller voir un médecin agréé classe 1 pour faire son renouvellement dans son cabinet, comme chez Paolo. Et puis... Et à Dijon, c'est un peu loin quand même. Dijon, c'est un peu loin. Des fois, ça vaut la peine. Et l'autre information importante, c'est que le règlement, si ça intéresse quelqu'un, il est bien sûr accessible librement. Il faut taper dans ce cas EASA Easy Access Rule Part Med. Voilà. Et on a un beau pavé qui vient d'être refondu au début février. Maintenant, en fait... Vous avez le lien dans le chat, ils sont bons, la modération, ils l'ont posté. Bravo. Et en fait, la réglementation, elle a été refondue complètement pour les classes 1 et 2. Avant, il y avait le règlement et il y avait ce qu'on appelait les General... AMC et GM, qui veut dire Acceptable Means of Compliance. Voilà, c'est ça. Et voilà. Bon, tout ça a été refondu dans un seul et même document. Voilà. Parce qu'avant, c'était 3 documents qui s'emboîtaient les uns dans les autres. C'était vraiment très compliqué. Souvent, beaucoup de matière, c'est ça. Hein. C'est un peu une usine à gaz. Entre les recommandations, les préconisations, c'est un peu compliqué. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Hervé. Merci d'être venu nous voir dans la zone aéro. Ça nous a fait bien plaisir. Et puis c'est vrai que le médical, c'est quelque chose qui est à la fois passionnant, mais qui est aussi très complexe. Donc d'en parler de temps en temps, et aussi de désacraliser certaines choses, c'est important.
Moi, je suis impatient de faire une émission vraiment consacrée au sommeil. Parce Pour de vrai. qu'on en a parlé un petit peu dans Push to Talk, on a vu quelques éléments, il y a des gens qui participaient, mais pourquoi pas rentrer un peu plus dans le détail de voir en quoi ça peut être important, pourquoi pas, à discuter. On vous demande d'ailleurs votre avis, vous pouvez poster vos idées de sujets ou répondre à ces propositions-là dans le Discord de la Zone Aéro. Vous avez tous les liens qui sont situés sur le site de la zoneaéro.fr. Vous pouvez rentrer en contact avec nous et puis on en parle et on essaie de caler tout ça. Voilà, le programme ça a été fait. Qu'est-ce que je dois vous dire? Je vous rappelle évidemment donc pour les abonnés que cette émission va être immédiatement replay dans les quelques minutes qui suivent sa diffusion sur Twitch pendant 14 jours et ensuite vous pourrez la retrouver sur YouTube comme les 2 dernières émissions qui sont sorties là récemment puisque on retrouve Mathieu, instructeur ENAC pour parler de la fonction du commandant de bord, de la formation du commandant de bord d'ailleurs aussi. Et puis l'autre émission qui a été publiée cette semaine, c'est Jean-Hugo et la chaîne Cockpit qui fait de la vulgarisation aéronautique en direction des pilotes. Vous voulez tout savoir sur la théorie du pilote privé par exemple, ben c'est sur la chaîne Cockpit. Et vous avez le replay qui vient de sortir, émission qui était d'ailleurs très sympa. Je vous rappelle que vous pouvez aussi donc commenter toutes ces vidéos, les relayer auprès des groupes ou des personnes que vous connaissez qui ne connaissent pas forcément l'existence de la Zone Aéro. N'hésitez pas à le faire. Les réseaux sociaux évidemment, le podcast, puisque Julot s'en occupe toujours. Podcast de la Zone Aéro, voilà, c'est ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir toutes les infos. Le podcast en audio sur toutes les plateformes aussi, c'est l'émission que vous retrouvez en audio, donc vous pouvez mettre ça dans vos voitures, écoutez ça quand vous vous déplacez, il n'y a pas de problème. Vous avez donc la boutique avec tous les mugs, les polos, voilà, vous pourrez aller frimer sur les plages sans aucun problème. Et puis évidemment les espaces d'échange, Discord, avec le serveur spécifique de la zone où on échange pendant toute la semaine, c'est H24. Patreon et l'OASO aussi pour soutenir l'association de la Zone Aéro. Et puis dans un instant on va faire un raid sur une chaîne, c'est juste après, ou en tout cas pendant le générique. Vous pourrez poster les petits pictos, voilà, je vous mets la commande, vous faites un copier-coller de tout ça, vous mettez ça sur la chaîne chez qui on arrive, et puis on habille de petits avions et de logos la chaîne chez qui on déboule. Voilà, merci Hervé. Merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir. Merci Cynthia. Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Au plaisir pour faire une deuxième émission. Avec Ah plaisir. bah voilà. Donc, Enfin, une troisième du coup. merci Lolo J'avais Radar, 200. merci à tous et bonne soirée. Donc rendez-vous soit lundi, soit mercredi prochain pour la prochaine émission. Tout de suite, c'est le générique et restez avec nous le temps du raid. Envoyez tous les petits pictos sur la chaîne chez qui on raid. On va voir ça dans un instant. Bonne soirée à toutes et tous. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Bonsoir à tous. Salut. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La Zone Aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard, approximately 2 hours.